Allez, midi 3, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne présentée par Adéquancy. Ravi de vous retrouver. Vous avez été très nombreux à vous inscrire pour cette thématique autour de People to Work pour préparer le monde du travail de demain. Nous recevons aujourd'hui Swad Boudgrabé ainsi que Gérald Karsanti, que je vais avoir le plaisir et l'honneur de vous présenter dans quelques instants. La matinée, en tout cas l'heure que nous allons passer ensemble, va nous permettre en fait d'aborder différentes thématiques autour de l'inclusion et de la diversité pour répondre aux enjeux de pénurie de talents. Nous allons aborder également le leadership et l'attractivité comme levier de différenciation pour les entreprises. Et une dernière partie plus prospective sur le futur of work pour préparer notamment les fonctions de demain. Euh, Pendant toute la présentation, vous avez la possibilité de poser vos questions à Swad et Gérald qui répondront en fin de présentation. Il y a un espace dédié, Q&R, questions et réponses. Voilà, et on posera l'ensemble de vos questions et toutes les questions seront posées auprès de Gérald et Swad. Voilà, donc ravi encore une fois de vous retrouver. Petit tour de table rapide. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi je suis Anthony Baron, fondateur d'Adéquancy. On fait du management de transition. Et en parallèle, on a développé un dispositif qui s'appelle Expérience, dans lequel nous partageons des bonnes pratiques à travers des dirigeants, notamment des dirigeants d'entreprise. Ça se matérialise par une chaîne podcast qui s'appelle Les Afters de la Transformation. Tous les jeudis à 18h, un intervenant du monde économique et de l'entreprise vient parler d'un sujet d'actualité et des conférences en ligne telles que celle du jour, avec également des intervenants du monde de l'entreprise et de l'économie. Donc, aujourd'hui, nous sommes en présence de Swad Boudgrabé. Swad, vous êtes la fondatrice des Décodeuses. Votre parcours après une formation universitaire et un master en management international à l'IAE Gustave Eiffel, vous débutez votre carrière dans la banque pendant 10 ans. Et avant d'être rattrapé par votre passion pour le numérique et les ordinateurs, et une passion qui va d'ailleurs vous amener à chercher un poste dans le secteur du numérique, vous exercez comme développeuse en indépendante sur le web entre 2015 et 2017. Et vous découvrez dès lors un univers et un milieu qui se révèlent quasi exclusivement masculins et peu ouverts au profit d'autres origines. Et donc, face aux inégalités de genre et de territoire, vous décidez en 2018 de fonder Les Décodeuses, des écoles gratuites pour former des femmes issues de milieux modestes au métier du numérique. Grâce à une pédagogie émancipatrice, Les Décodeuses intègrent, forment et accompagnent jusqu'à l'emploi des femmes souhaitant démarrer une carrière en tant que codeuses. Et l'ambition des Décodeuses, c'est d'être un acteur de l'emploi des femmes, des milieux populaires dans la tech, de créer et animer la plus grande communauté inclusive de femmes actrices du numérique, et enfin, offrir des formations d'excellence combinant maîtrise technique et empowerment collectif. Bienvenue, Swad. Merci beaucoup pour cette superbe présentation. Je suis ravie d'être parmi vous. Euh, j'ai hâte qu'on échange sur ces sujets qui sont nos sujets aujourd'hui. Et je suis ravie de voir que les entreprises aujourd'hui prennent une place très importante et se sentent responsables des enjeux de demain. C'est nous que c'est ravis, Swad, de vous accueillir ce matin et de pouvoir, en plus de ça, découvrir encore mieux les décodeuses. Gérald Karsanti, bienvenue. Merci beaucoup pour votre disponibilité ce matin. Alors, Gérald, vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, HEC Paris, de l'Université d'Oxford et d'un master en finance. Vous avez une très belle carrière de 30 ans dans la direction de grands groupes internationaux du secteur des nouvelles technologies. Vous débutez votre carrière notamment au sein du groupe IBM. Vous y passez 17 ans en occupant des rôles de direction en France et à l'international. Et les enquêteurs d'Adéquancy ont d'ailleurs découvert vos traces au Japon, en Russie et à New York pendant ces années. Et en 2005, donc, vous faites un passage chez Capgemini avant de rejoindre en 2007 HP France. Vous en assurez la présidence pendant 4 ans, puis la présidence de Hewlett Packard Enterprise jusqu'en 2017. Un passage ensuite de 7 mois comme directeur général de la France chez Oracle et vous rejoignez en suivant SAP France comme PDG
en 2018, fonction que vous occupez encore aujourd'hui. Alors, SAP, c'est dans le monde 27,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 105 000 collaborateurs dans 140 pays, 400 000 clients dans le monde. Et la France est la 5e filiale du groupe. Et votre mission chez SAP est d'en accélérer la croissance, notamment sur la France, en renforçant la compétitivité de l'ensemble de son écosystème, clients, startups et partenaires. Et en parallèle de vos activités de dirigeant, vous êtes professeur affilié à HEC et l'ESCP, auteur également de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Leader du troisième type, qui a été, pour information, donc, prix du livre de management en 2017. Colonel de la réserve de l'armée de l'air, vous êtes également chevalier de la Légion d'honneur. Gérald, merci beaucoup et bienvenue également. Merci beaucoup, Anthony, pour cette présentation flatteuse. Je suis ravi d'être avec vous, vraiment ravi de vous retrouver tous, ravi de retrouver Swad également, que je connais bien et que j'admire beaucoup. Et je voudrais d'abord commencer par m'excuser parce que je ne mets pas la caméra pour une raison très simple, c'est que je me suis fait opérer des yeux lundi, vous voyez, c'est très récent, et donc je ne peux pas trop regarder l'écran. Donc j'avais le choix entre ne pas venir ou venir sans écran. J'ai choisi de venir sans écran. Alors, je voudrais juste que vous me fassiez l'indulgence de me pardonner de cela. Ce n'est pas très agréable d'avoir un panneau noir, mais voilà. En tout cas, je suis là avec beaucoup d'envie et de partager mes idées avec vous tous. Merci beaucoup, Gérald. On comprend, donc vous êtes tout excusé et on est surtout ravis que vous ayez pu maintenir votre participation. Alors, on aborde tout de suite le premier sujet sur l'inclusion et la diversité pour répondre aux enjeux de pénurie de talents. Première question pour vous, Gérald. On le voit, on a un taux de chômage qui est globalement faible aujourd'hui, notamment sur les fonctions de cadre, donc avec 7,4%. Ça, ce sont les chiffres du chômage au dernier trimestre 2021. Comment on fait pour répondre justement à ces enjeux de pénurie de talent? Alors, c'est un vaste sujet. Déjà, moi, je voudrais juste rectifier un petit point, c'est que moi, je ne vois pas du tout l'inclusion et la diversité comme un moyen de régler le problème de la pénurie de talent, parce que quelque part, ça donnerait l'impression que comme on n'a plus le choix, maintenant, il faut vraiment aller chercher la diversité et les femmes, parce que vraiment, on n'a vraiment plus aucun choix. On n'a plus de talent, il n'y en a pas assez, il faut aller vraiment… si on pouvait faire autrement, on continuerait comme on a fait précédemment, mais non, je pense. Mais ce n'est pas du tout le sens de la question telle qu'elle a été posée, j'en suis certain, Anthony. Mais simplement, je veux rectifier. Je ne pense pas que ce soit une solution pour régler le problème ça l'est sans aucun doute, d'une certaine façon, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de se dire qu'on est, je crois, vraiment dans un monde qui est devenu plus que complexe, on le voit bien, on traverse des crises qui se succèdent, financières, pandémiques, maintenant on a replongé dans une guerre du XXe siècle en quelques instants, simplement par la volonté d'un homme. Donc on est dans un monde très imprévisible, très incertain, et que c'est un monde complexe. C'est un monde, moi je l'ai découvert dans mes jobs internationaux, quand j'ai piloté chez IBM des jobs mondiaux, quand j'étais chez Hewlett-Packard, j'ai piloté l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique pendant presque 2 ans, et j'ai bien vu que en fait, la culture est un point essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, on pense qu'on peut piloter des entreprises avec une seule voie et une seule culture et un seul modèle. Et souvent, les sociétés américaines, disons-le, pensent toujours que leur modèle est le seul valable et qu'il doit s'imposer au monde. Mais le problème, c'est qu'une même action, une même note sera lue très différemment par un Japonais, un Égyptien de culture arabo-musulmane ou un Allemand de culture judéo-chrétienne. Les trois vont voir le sujet de façon totalement différente. Et donc, je crois que quand on fait de l'international, ce qui a été mon cas, et tous ceux qui sont en school, qui ont fait de l'international le savent bien, on apprend à découvrir des cultures et surtout à les respecter. Et quand on respecte les cultures, on s'enrichit, et c'est cette diversité-là qui est essentielle. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on est indiscutablement face à une pénurie de talents, mais c'est assez paradoxal, puisqu'en même temps, on est dans une phase de chômage importante, et toutes les entreprises cherchent désespérément des compétences. Ben voilà, on a
un potentiel, un vivier qui est là. Ce n'est pas l'objectif de compenser, mais c'est par contre, si on arrive à équilibrer par ce biais, ben, ce sera très bien, parce que, alors je sépare bien la notion de femmes et du reste des diversités, ce n'est pas la même chose, et de l'inclusion. Les femmes, je dirais que c'est simplement réparer la plus grande injustice qu'il y ait aujourd'hui sur cette planète. Les femmes représentent plus de la moitié de la population mondiale et sont sous-représentées un peu partout. Ça progresse, hein, on le voit bien, ça progresse, donc tant mieux. Mais on est très loin du stade où on devrait être. Et si le monde était plus équilibré, je ne dis pas aux mains des femmes, je dis plus équilibré, nous n'aurions certainement pas les déboires, nous ne traverserions pas autant de déboires que ceux que nous traversons. En tout cas, c'est ma croyance, c'est ma conviction. Pour ce qui est maintenant de la diversité globale, j'en ai parlé. J'ai parlé de la diversité culturelle parce que j'y crois vraiment beaucoup. Je pense qu'une entreprise qui est diversifiée culturellement, c'est une entreprise qui est plus intelligente. Et comme elle est plus intelligente, elle est plus pertinente. Comme elle est plus pertinente, elle investit là où il faut et elle prend les bonnes décisions. Je voudrais parler aussi de la diversité générationnelle. Je pense qu'il faut qu'on s'habitue à faire travailler des générations, plusieurs générations dans la même entreprise. On ne peut pas dire qu'il faut faire travailler les anciens plus longtemps et en même temps ne rien faire pour les garder motivés. Et je pense que la collaboration et le mentorat croisé entre les jeunes et les anciens va être tout à fait essentiel. C'est ce qu'on fait chez SAP, c'est ce qu'on faisait chez HP aussi précédemment, et je pense que c'est absolument essentiel. Et puis l'inclusion. On croit beaucoup à l'inclusion chez SAP parce que je pense que quelqu'un qui est l'intégration des handicaps, on a un programme par exemple, nous sur l'autisme chez SAP. Récemment, j'ai été avec la responsable de l'autisme qui est elle-même autiste chez Orange pour discuter avec le COMEX qui s'occupe de la diversité chez Orange. Et c'est elle qui a, avec moi, présenté notre programme. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure démonstration pour ceux qui disent oui, mais qu'est-ce que ça apporte vraiment? Ben, il suffisait de l'écouter et de se dire waouh, c'est des choses qui sont tout à fait liées en fait à son profil et à ce qu'elle est. Et c'est un apport pour l'entreprise qui est absolument colossal. Alors après, je termine, je ne veux pas monopoliser la parole, je pense que pour régler le problème de la pénurie de talent, il faut faire deux choses. Il faut avoir des programmes dont on aura l'occasion de reparler un peu plus tard, je pense, pour capter les talents. Ça, c'est basé essentiellement sur le sens et la raison d'être, c'est-à-dire qu'il faut donner aux personnes l'envie, et j'insiste bien sur le mot envie, l'envie de rejoindre une entreprise, un projet, un programme. Et je pense que Swad en parlera avec le talent qu'on lui connaît parce que les décodeurs, c'est vraiment ça. Et puis après, il faut garder les talents qu'on a. Parce qu'il ne faut pas simplement attirer les talents. On a besoin de plus de talents quand on en perd trop. Donc déjà, la première chose à faire, c'est d'avoir conscience des talents dont on dispose dans l'entreprise, de bâtir les programmes qu'il faut pour les garder motivés dans l'entreprise, et ensuite de compléter par des programmes divers pour attirer les talents, évidemment des talents diversifiés. Absolument, absolument. Et pour vous, justement, Gérald, c'est quoi aujourd'hui le modèle d'inclusion et de diversité, on va dire un peu efficace hein, en France en 2022? Le modèle idéal, c'est un modèle dans lequel on arrive. Alors déjà, il faut un terrain d'intégration dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise qui réussit, c'est une entreprise qui justement fait en sorte que la différence, au sens large du terme, puisqu'on va appeler ça différence, au sens large du terme, qui est un atout et pas un inconvénient, c'est un atout, soit totalement transparente. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand justement on est obligé de parler d'intégration des différences qu'on a un problème. C'est le jour où on n'est plus obligé d'en parler qu'on a réussi. Alors, ça se passe comment? Ça se passe encore une fois par des programmes dans lesquels en fait, si vous avez des programmes dans lesquels tout le monde se reconnaît, ce qui fait l'intégration, c'est le programme. C'est plus la différence. C'est le programme. C'est-à-dire que tout le monde se retrouve autour d'objectifs communs, autour d'un enjeu, autour d'un chantier. Et donc, il y a cette agrégation. Ensuite, il faut un environnement de travail qui prête au dialogue et donc, on en parlera, je crois, tout à l'heure aussi, l'environnement de travail devient essentiel, beaucoup plus qu'il l'a été dans le passé. Donc, il faut aussi un environnement de travail. Et puis, il faut des programmes HR les plus avancés possibles pour justement
Alors là-dedans, j'inclus le mentoring, le coaching, l'accompagnement, la formation de ceux qui reçoivent, la formation de ceux qui rentrent, le coaching et l'accompagnement de talents diversifiés pour que l'intégration se fasse bien, justement. Parce que si on met derrière chaque talent féminin, pour prendre un exemple, qu'on veut voir réussir, on lui met un talent. Moi-même, je coach chez SAP 5 ou 6 jeunes femmes ou femmes plus expérimentées dans leur prise de fonction. Pourquoi? Parce que si tout le COMEX fait ça chez SAP, ben, quand on nous explique qu'une femme n'a peut-être pas les résultats qu'on attendait, comme on les connaît, on ne se laisse pas mener en bateau, pour le dire très clairement. Donc, on les connaît, on sait quel est leur talent, et donc on est très vigilant. Et si on fait ça sur tous les programmes d'intégration, de diversité et d'inclusion, eh bien évidemment, ça fonctionne mieux. Absolument, absolument. Et Swad, même question aussi, parce que vous avez un autre regard, hein, quelque part, justement sur le modèle d'inclusion et de diversité en France en 2022. Disons que avec Décodeuse, ce que l'on remarque quand on rencontre des entreprises, parce qu'on est amené à rencontrer de plus en plus d'entreprises qui nous sollicitent pour justement apporter un peu plus de diversité et être plus inclusif dans leur recrutement. Nous, notre modèle idéal, ce serait tout simplement que chacune et chacun se sente à sa place dans la société. Et c'est d'abord se sentir à sa place dans une entreprise dans laquelle on est valorisé, peu importe l'ethnicité, l'âge, le genre, le handicap, l'origine sociale. Enfin, pour nous, c'est déjà de se dire que une fois que l'on envoie sa candidature, une fois que l'on rencontre des recruteurs, on est évalué sur le potentiel et pas sur le parcours social ou quelque origine que ce soit, parce qu'on sait qu'on serait désavantagé par rapport à ça encore aujourd'hui en France. Donc, nous, notre modèle vraiment idéal, ce serait que d'où que l'on vienne et qui que l'on soit, on puisse avoir les mêmes chances d'être recruté pour un poste pour lequel on souhaite postuler. Et ensuite, même si la diversité, on le sait, c'est un enjeu d'image ou c'est un levier de performance pour plein d'entreprises, je rejoins complètement Gérald sur ce qu'il disait tout à l'heure, il ne faut vraiment pas qu'on parle de diversité et d'inclusion que lorsque on a envie de parler de performance économique ou de réparation. On a surtout juste envie de rappeler que dans beaucoup de sociétés dans le monde entier, surtout dans les métiers techniques, les femmes ont une forte présence et vraiment sont à des postes de leader, sont à la tête de plein d'entreprises. Et en France, on est très en retard. Donc, nous, on a simplement envie d'être là pour rappeler qu'il ne faut plus regarder les personnes comme des personnes qui viennent combler des compétences qui ne sont pas au rendez-vous parce qu'on est habitué à sourcer dans les mêmes écoles et on reproduit des schémas. Là, aujourd'hui, ce qu'on a envie de rappeler avec Décodeuse, c'est que toutes les compétences sont partout et qu'il faut simplement les accompagner et les accueillir et les former en interne parce qu'aujourd'hui, vraiment, la meilleure compétence que les entreprises puissent trouver chez des personnes qui viennent de partout, c'est la motivation et la capacité d'apprendre à apprendre. C'est vraiment ça aujourd'hui que l'on met en avant avec Décodeuse et ça marche bien avec plein d'entreprises. Comme quoi, vraiment, il n'y a vraiment pas de sujet. Aujourd'hui, il faut simplement se faire confiance. Absolument, vous avez entièrement raison, Swad. Et donc, alors, concernant Décodeuse, quelle en est la mission? Voilà, si peut-être parler un peu plus globalement de ce qu'apportent aujourd'hui les décodeuses. Décodeuse, déjà, pour l'anecdote, moi, je me suis reconvertie il y a quelques années et j'ai eu beaucoup de mal donc, à trouver ma place. Et puis, des hommes et des femmes m'ont fait confiance. Donc, de toute façon, aujourd'hui, c'est notre rôle de rappeler que la valeur la plus importante, c'est de se faire confiance et tout ira bien par la suite. Décodeuse, c'est le féminin pluriel de codeur parce qu'en France, il y a quelques années, lorsque l'on voulait s'informer sur Internet,
des métiers possibles. On tapait développeuse, on tapait codeuse et automatiquement, il le remplaçait par codeur ou développeur. Et donc, déjà, on a voulu rappeler que, le féminin pluriel, c'est très, très important de le rappeler. Voilà, on est nombreuses et on le sera de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus d'initiatives pour rappeler la place des femmes dans les métiers techniques. Notre mission, c'est déjà de sensibiliser. Nous, on a une très grande force chez les codeuses, c'est de pouvoir aller chercher beaucoup de femmes qui sont des viviers de compétences dans tous les quartiers de France. Dès qu'on s'adresse à des femmes, elles sont vraiment présentes et elles sont nombreuses et elles ont envie. Donc, lorsqu'on entend parler de pénurie de compétences, nous, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas parce qu'elles sont là. Ensuite, notre deuxième mission, c'est de former et d'accompagner jusqu'à l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est la passerelle entre l'entreprise et des personnes qui ont des compétences et qui ne savent pas ou qui n'ont pas vraiment l'occasion ou l'opportunité de se rencontrer. Donc, on crée la rencontre, on forme, on accompagne les compétences. Notre modèle, c'est le suivant, c'est qu'on a un tiers de mécénat de compétences. Et ça, c'est vraiment la clé du succès dans nos formations. Le mécénat de compétences, aujourd'hui, c'est vraiment indispensable. Ensuite, on a un tiers de formation technique. Et enfin, un tiers d'accompagnement à l'emploi par les soft skills, par aussi les immersions, les rencontres avec des modèles inspirants. C'est vraiment cet ensemble qui constitue un parcours qui permet aujourd'hui de former et d'accompagner des femmes à devenir codeuses dans différentes entreprises de toute taille. Et aujourd'hui, on a 98% d'entreprises, 98% de taux de satisfaction des entreprises qui recrutent des codeuses. Et nous avons 90% d'insertion à l'emploi durable, c'est-à-dire majoritairement des CDI. Donc, ça fonctionne, les compétences sont au rendez-vous et les entreprises poursuivent leur promesse d'accompagner en interne par du mentorat, par des programmes d'inclusion. Donc, voilà notre modèle. C'est génial. Bravo, Swad, en tout cas, pour cette initiative qui fonctionne en plus de ça. Et on voit ici 14% des femmes dans les métiers de la tech. Est-ce que, Swad, vous êtes d'accord avec ces chiffres? Pour vous, quelle est justement la part des femmes dans le numérique? En tout cas, dans les métiers techniques purement de la programmation, on se situe entre 10 à 14%. Tout dépend de… Là, ces dernières années, on était à 17%. Et puis finalement, on s'est aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de femmes qui partent depuis 2013. Il y a comme ça des départs. C'est ce dont tout à l'heure parlait Gérald également, qu'il faut savoir retenir et valoriser les femmes qui y sont. Mais en tout cas, ça se situe voilà, en tout cas, c'est moins de 15%. Et c'est vrai que chaque fois qu'on rencontre des DRH, des DSI, c'est à peu près ces pourcentages-là de femmes codeuses dans leur activité, dans leur service. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment catastrophique parce que ça signifie que la majorité des logiciels, des solutions qui sont apportées, elles sont créées par des hommes. Et donc, c'est encore plus excluant pour les femmes. Absolument, absolument. Et Gérald, du côté de SAP, quels sont les chiffres en termes on va dire, de parité femmes-hommes? Alors, en fait, on est à un tiers de femmes chez SAP, ce qui est plutôt pas mal, entre guillemets, comparativement, si on se compare au secteur même de la tech, mais qui est très loin de notre objectif. Il y a des endroits où on est très bon. Par exemple, on a mis en place plusieurs programmes très tôt pour attirer des jeunes femmes dans le vivier. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas changer la dynamique si on n'a pas assez de jeunes femmes pour équilibrer avec les jeunes garçons qui rentrent dans l'entreprise, les jeunes hommes qui rentrent dans l'entreprise. Donc, on s'est dit, bon, c'est fini, il faut qu'on embauche. Et finalement, on embauche à peu près 60% de jeunes femmes versus jeunes hommes. Donc, c'est plutôt bien. Et là, on a plutôt bien réussi. Donc, on a un vivier de talents de jeunes femmes qui ont entre 25 ans et 35 ans. Et là, on est vraiment très content. Ça marche plutôt très bien. Reste pour nous à
à les motiver pour qu'elles restent dans l'entreprise et qu'elles grandissent dans l'entreprise. Donc ça, c'est plutôt bien. Là, on est moins bon. Alors, pas dans toutes les fonctions. Dans la partie, on va dire, développement, dans la partie surtout service, fonction, c'est pas cata, c'est plutôt pas mal. Dans les ventes, on est loin de l'objectif. C'est-à-dire que dans les ventes, les managers, je parle des managers, hein, des managers, on est en deçà de notre objectif. On a progressé ces derniers temps parce qu'on a nommé successivement plusieurs femmes dans des postes de management clés, dont une d'ailleurs qui a pris un poste clé au niveau du COMEX, mais on est loin du compte. Donc, ce qui est pas forcément étonnant, puisqu'en fait, il faut le temps que les jeunes qu'on recrute mûrissent, et puis ensuite, il faut recruter, ce qu'on est en train de faire, des femmes de talent, expérimentées dans des tranches d'âge plus importantes, enfin plus au-dessus de celles que j'ai mentionnées tout à l'heure, de façon à ce qu'elles soient tout de suite opérationnelles sur des postes clés de management. Donc globalement, voilà, on est plutôt content des progrès et je suis très mécontent de là où je suis. C'est-à-dire que je suis toujours un éternel insatisfait. Je pense que je ne cherche pas à avoir une société de femmes, hein, mais je cherche à avoir une société équilibrée, tout simplement. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, en tout cas, vous avez d'être sur la bonne voie. Donc, on on peut dire qu'on est sur une bonne voie. Voilà. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Et donc, il existe un partenariat, je crois, entre les décodeuses et SAP. Gérald Leswad, est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que je pense que c'est toujours intéressant de capitaliser et de partager ces expériences. Je te laisse commencer, Swan. Alors déjà, tout a commencé par, il y a quelques années, par une discussion avec… moi, j'étais entrepreneur, c'était dans les débuts et j'expliquais dans le cadre d'un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat, j'expliquais le projet aux collaborateurs de chez SAP. Et en fait, déjà, la première chose qui, moi, m'a beaucoup touchée, c'est de voir autant de collaboratrices et de collaborateurs qui avaient envie de m'accompagner au-delà de simple accompagnement à l'entrepreneuriat d'une femme qui se lance. Ça les a tout de suite touchés parce que eux-mêmes se disaient vraiment prêts à agir, à donner de leur temps pour voir plus de femmes et plus de personnes vraiment issues de toute origine sociale à avoir une place dans leur propre société parce qu'ils étaient déjà eux-mêmes très ouverts et que toutes ces compétences ne seraient que plus enrichies dans leur société. Et en fait, tout est parti de là. Et puis, lorsqu'on a lancé Décodeuse il y a quelques années, SAP a été tout de suite au rendez-vous, à proposer d'aider à différents niveaux. Et vraiment une des premières étapes les plus importantes, ça a été de dire, c'est super de nous accompagner dans la formation, dans l'accompagnement de soft skills, mais évidemment que la clé, c'est de recruter. Et plusieurs lead managers ont proposé de tenter de recruter d'abord par des stages des décodeuses. Et à l'issue des 6 mois, on s'est retrouvés, on a fait le bilan et, comme je vous le disais tout à l'heure, les managers très satisfaits et prêts à renouveler, prêts à augmenter le nombre d'effectifs, prêts à proposer des partenariats plus importants. Et aujourd'hui, SAP, c'est une des entreprises qui vraiment est d'une part sur le terrain très engagée, du mentorat, de l'immersion sur différents sujets qui sont complètement étrangers à plein de femmes alors qu'elles ont envie d'être plus présentes. Donc, on parle vraiment, on a des interventions sur l'intelligence artificielle, sur la robotique, sur les métiers de demain. Donc, c'est aussi se projeter à plus long terme. Donc, aujourd'hui, SAP et Décodeuse, c'est déjà de la formation ensemble et du recrutement en CDD et en CDI à des postes techniques. Voilà, donc le modèle fonctionne. Et Gérald? En fait, Swad a bien résumé la chose. En fait, avant, je voudrais juste… je viens de voir une question dans le chat et d'Éric Lang sur le fait que la parité en France est
autre chose que uniquement l'une des composantes. C'est exactement ce que je disais en entrée. Et je pense que c'est une bonne remarque parce que je crois qu'on est face à une société, il faut que ça nous plaise ou pas, que ça plaise ou pas à certains ou à certaines, on est dans une société multiculturelle dans laquelle il va falloir intégrer les différences et c'est comme ça et c'est un atout. Moi, je pense que c'est une chance. Certains peuvent penser que ça ne l'est pas, mais peu importe, au final, de toute façon, c'est la société qui est là. Donc, il faut, en tirer le meilleur parti. Pour ce qui est des décodeuses, ben, d'abord, j'ai dit toute l'admiration que j'avais pour ce que fait SWAD et les décodeuses. Je pense sincèrement que nous qui avons énormément de développeurs en France, on aura l'occasion, peut-être Anthony, tout à l'heure, de parler du programme que nous avons lancé chez SAP People to Work, qui justement vise à régler aussi la première question qui m'a été posée, à savoir comment gérer la pénurie de talents. On a lancé ce programme dont je pourrais parler tout à l'heure, mais comme on a une très grosse base de développement, je pense que les décodeuses ont changé la donne et nous donnent des talents diversifiés dans des métiers qui sont très compliqués, parce qu'aller chercher des femmes, notamment, et les amener dans le développement, dans le monde de la tech, c'est juste un challenge. Déjà, les emmener chez SAP, déjà, c'est un challenge. Alors, je vous dirais d'ailleurs que pour le faire, on a eu une recette miracle dont je vais vous parler juste avant, mais je finis mon propos. Mais les emmener dans le développement, alors là, c'est encore autre chose. Et en fait, ce que les décodeuses arrivent à faire, c'est assez miraculeux parce que c'est de donner finalement un dessin, une vue, un projet et une envie à des jeunes femmes et au-delà de se passionner pour ce monde du code qui, a priori, je rappelle qu'il y a 15 ans, vous disiez à votre mère ou à votre père je veux être codeur, ils vous regardaient avec des yeux ronds comme des billes en disant qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me dises ça. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec le coding, on peut développer des applications, participer à le développement d'environnements de plateformes qui changent le monde. C'est ça la réalité, c'est qu'on est en train de participer à changer, à donner une autre physionomie au monde. Pour attirer les jeunes femmes, et je le dis en 30 secondes, on s'est aperçu que dans la tech, on avait du mal parce qu'on parlait justement par les tech. Et la tech pour la tech, ça n'intéresse pas fondamentalement les jeunes femmes. Alors attention, il ne faut pas faire non plus de sexisme là-dessus. Il y a plein d'hommes qui réagissent comme les femmes, hein, qui ne sont pas intéressés pour la tech, la tech pour la tech. Quand on a commencé à faire venir, par exemple, des femmes à notre siège, des jeunes filles, des femmes plus expérimentées, pour leur montrer l'application de nos solutions au monde de la santé, au monde du commerce, au monde de l'industrie, au monde du sport, etc. Et comment, grâce à la tech, on pouvait sauver des vies, changer la donne dans l'alimentaire, avoir de la bioénergie, et que ça participait à tout ça, cette tech. Alors là, on a changé la face du monde, enfin la nôtre en tout cas, et on a commencé à attirer des talents différents, des femmes, des jeunes garçons également, des jeunes hommes qui n'étaient pas intéressés par la tech et qui réagissaient comme la plupart des femmes, c'est-à-dire la tech pour la tech, oui, bof. Mais la tech pour apporter un changement sociétal, alors là, oui. Absolument. Alors ça, Gérald, merci beaucoup parce que c'est une très bonne transition sur la thématique suivante autour du leadership et de l'attractivité comme le différenciation pour les entreprises. Et justement, pour vous, vous en avez parlé tout à l'heure assez rapidement autour du sens, des valeurs, mais quelle est la posture pour les entreprises afin justement d'attirer et de fidéliser les talents? Parce que attirer, c'est une chose et fidéliser en est une autre. Donc, voilà, quelle est votre perception sur ce sujet? Sur la fidélisation. Ouais, fidélisation et puis l'attractivité également. Et l'attractivité. Alors, sur la fidélisation, ce sont des sujets différents. Sur la fidélisation qui est chère à mon cœur, parce que quand on est dans une entreprise, j'ai dirigé plusieurs entreprises, j'ai eu cette chance et ça m'a permis d'apprendre quelque chose, c'est de façon claire, c'est qu'il faut d'abord, en priorité, miser sur ses propres talents. Parce que on a toujours tendance à penser que l'herbe est plus verte ailleurs, et on peut trouver effectivement des contrées verdoyantes, mais la réalité, c'est qu'il vaut mieux que déjà l'herbe soit bien verte chez soi.
Donc, il faut s'occuper de ses propres talents. Il faut passer beaucoup de temps à la formation, beaucoup de temps, comme je le disais tout à l'heure, au coaching et au mentoring, l'accompagnement, mais surtout, et c'est ça l'essentiel, il faut donner une vision. Il faut du sens. Il faut pourquoi on travaille. Pourquoi vous êtes collaborateur, Anthony, vous êtes collaborateur, ou demain vous travaillez chez SAP, ce serait une chance. Vous vous levez le matin, pourquoi vous venez travailler chez SAP? Pourquoi? Quelle est la raison qui vous motive à venir travailler chez SAP plutôt que chez un concurrent? Pourquoi vous allez travailler pour telle personne, ce manager, plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui vous motive dans ces idées? Quels sont les éléments qui, dans la stratégie d'SAP, font que vous vous dites « je me sens faire un avec l'entreprise ». C'est toutes ces questions qui sont essentielles et c'est toute la tâche du dirigeant. Le dirigeant, au fond, dans le management moderne, n'est qu'un rouage dans l'édifice. Je le dis parfois à mes étudiants et je pense que pendant quelques instants, ils pensent que j'exagère un peu, alors qu'en réalité, mon expérience me fait que je ne pense pas exagérer. Je pense qu'un président de société est important, mais pas plus que n'importe quel autre salarié. C'est-à-dire que, salarié qui ne l'est pas toujours d'ailleurs, mais quand vous êtes un dirigeant, votre rôle, c'est de tracer une voie, d'inspirer les autres et de faire en sorte que les gens aient envie de venir travailler pour vous et de donner le maximum d'eux-mêmes. Quand vous êtes un collaborateur, sur le périmètre qui est le vôtre, vous avez fondamentalement la même responsabilité. Et donc, chacun peut contribuer à ça. Alors évidemment, donc tout ça, ça fait la fidélisation. L'attraction, c'est la même chose, c'est aussi le sens que l'on donne aux choses. Si vous parlez dans les médias, dans les colloques, toute communication que vous faites a tendance à donner une image de l'entreprise, et cette image va évidemment attirer les personnes, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi des programmes d'attractivité pour que les gens aient envie de vous rejoindre plutôt qu'une autre entreprise. Donc, ces programmes vont être liés à des solutions particulières, des secteurs d'activité particuliers, et vont faire que, alors en plus, si vous avez des programmes tournés autour de la RSE, de l'environnement, vous allez capter des talents. Parce qu'aujourd'hui, chez SAP, on donne à nos salariés la possibilité de donner, entre guillemets, un certain nombre d'heures par mois à des causes sociétales, des causes d'environnement, des causes participer à des politiques potentiellement, pour participer, être conseiller municipal, travailler dans une école, etc. Et puis aussi, on participe avec du mécénat, avec des donations. On essaye de faire en sorte de donner un horizon aux salariés qui dépasse le simple objectif de vendre des licences de logiciels ou du cloud. Sachant que ça, c'est déjà très méritant, puisque en faisant ça, vous participez au monde que je décrivais tout à l'heure. Mais on veut dépasser ça. On veut en plus de ça donner la possibilité aux collaborateurs de contribuer à ce changement sociétal qui est en cours. On est tous conscients qu'on vit sans doute une période de transformation et de transition qui est absolument monumentale. Je citais ça en entrée, mais dans le livre que vous avez mentionné, effectivement, Leader du troisième type, et la suite arrive bientôt, j'ai beaucoup insisté sur le fait que nous sommes dans un mouvement sociétal qui incite à la génération de nouveaux leaders, des leaders différents. Alors, ce n'est pas ce qu'on voit vraiment, parce que quand on voit certains leaders actuellement et voir ce qu'ils sont en train de faire, on se dit waouh, ce n'est pas vraiment les leaders qu'on avait imaginés. Mais on est en période de transition. Et je pense vraiment que dans les périodes de transformation et de bouleversement, malheureusement, on en a connu de dramatiques au cours du XXe siècle, ça passe toujours par des désordres monumentaux avant qu'il y ait reconstruction et création d'espace. Je pense qu'on est là. Exactement, exactement. Et c'est inspirant ce que vous dites, Gérald, parce que cette partie mécénat, donc compétences, c'est aussi ce qu'on est en train de déployer chez Adéquancy. Donc, on s'y retrouve et c'est top parce que je rejoins, ça donne vraiment du sens pour les collaborateurs et les managers de transition d'ailleurs qui nous accompagnent. SAP prévoit le recrutement de 3000 experts sur les 3 prochaines années. En quoi consiste le programme People to Work, Gérald ? Alors, People to Work, c'est un programme fantastique. Je vais le résumer vraiment pour ne pas prendre trop de temps en 2-3 phrases. Mais c'est un programme qu'on n'a pas inventé en France. Il a été inventé en Allemagne il y a plus de 20 ans, qu'on a repris, qu'on a adapté à la France. Et le programme est très simple. On prend des personnes qui sont au chômage, je dis bien sans travail,
Donc, ils sont parfois, dans certaines zones défavorisées, sans espoir, je dirais même. On prend ces personnes, on les fait passer par des formations qui sont orchestrées par SAP certainement, mais aussi par des organismes de formation extérieure qu'on a qualifiés et certifiés, et qui nous aident à former deux types de consultants. Des consultants qui vont avoir pour destination les clients, nos clients, qui cherchent à recruter, désespérément d'ailleurs au passage, et nos partenaires, notre écosystème, que ce soit des petits acteurs, des moyens acteurs ou des très grands acteurs comme Capgemini, Accenture, etc. Et ce programme vise donc à former et à mettre sur le marché des consultants qui, du jour au lendemain, vont permettre à des personnes sans emploi de se retrouver avec un salaire confortable dans une boîte, une entreprise magnifique, avec un futur. Donc, c'est un programme qui nous excite beaucoup chez SAP. On a le projet de travailler actuellement sur un programme de 3000 personnes qui trouveraient un job dans les mois à venir. Et on en a déjà formé et mis chez des partenaires plus de 1200. Donc, vous voyez, ce n'est pas juste des discours, c'est réel. Évidemment, le monde du coding dont parlait Souad est totalement dedans parce que beaucoup vont trouver un job dans le monde du coding ou dans le monde du consulting ou dans des mondes de services en général. C'est un programme qui est très, très… alors, on essaye de collaborer avec l'État pour accélérer parce qu'en réalité, et je terminerai sur ce chiffre qui est quand même assez édifiant, aidé par le gouvernement, on pourrait passer à l'échelle logarithmique parce qu'en Europe, il manque 500 000 compétences dans l'environnement SAP. 500 000 en Europe. Pourquoi 500 000 ? Parce qu'il y a des mutations de produits qu'il va falloir accompagner. Donc, les consultants, les cabinets de conseil, les intégrateurs et les clients cherchent des compétences, 500 000 en Europe. Et la France représente 10 à 15%. Donc, vous voyez, entre 50 et 75 000. Vous mettez ça sur les 6 ans qui viennent, parce que ça pourrait 6 ans de transformation, ça fait à peu près 10 000 personnes. Donc, vous voyez, on est loin du compte. On aurait la capacité d'absorber, allez, on va dire, si on veut être pessimiste, 7 000 à 8 000 personnes par an. Et si on est optimiste, 10 000 personnes par an. Le problème, c'est que c'est très compliqué à gérer seul. Il faut de l'aide et on se fait aider, mais il faut qu'on accélère et toute bonne idée est la bienvenue. Très, très beau programme, effectivement. Souad, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais de votre côté, quel type de partenariat vous mettez en place entre les décodeuses et les entreprises? Parce qu'on a aujourd'hui dans les participants des dirigeants d'entreprises, des DRH aussi, donc qui, je pense, sont intéressés par votre modèle. Chez Décodeuse, on forme des femmes à devenir donc programmeuses et on forme également des femmes à devenir analystes cybersécurité. Et le programme est le suivant. Nous nous adressons uniquement à des femmes qui sont demandeuses d'emploi. Nous participons pendant 3 mois à la sélection des meilleurs profils. Juste un chiffre, parce que c'est vrai que souvent on entend des écoles et des entreprises qui disent qu'elles ne voient pas de femmes candidater, mais nous, on fait des cohortes de 16 femmes et tout le temps, pour 16 places, nous avons en moyenne 140-150 candidatures. Donc, il y a vraiment beaucoup de femmes qui veulent devenir codeuses. Une fois qu'on sélectionne ces femmes, on en sélectionne à peu près 70 sur les 150 parce que déjà, on va chercher des femmes qui ont un français parfait, qui ont un minimum de diplôme, un minimum d'expérience professionnelle. En revanche, on prend tout type de diplôme et tout type d'expérience professionnelle. Ensuite, on les accompagne sur de la remise à niveau. On les accompagne aussi à être auditionnés par des entreprises. Et donc, c'est là qu'on fait déjà appel au mécénat de compétences. Les RH, les managers, les leads tech participent à la sélection dès le départ. Et ensuite, on en choisit 30. Et sur ces 30, on crée un programme de 2 mois pour mesurer les compétences et pour déjà initier, sensibiliser, programmer différents projets qui sont plutôt accessibles
pour déjà mesurer les compétences et aussi la motivation des personnes qui s'arrêtent en plein parcours de préqualification, bien évidemment, ne sont pas sélectionnés pour la suite du programme. Et la suite du programme, c'est 1 an de formation technique, 6 mois chez nous de manière intensive et 6 mois de stage pratique en entreprise. Et à l'issue de cette année de formation et d'accompagnement, eh bien, c'est transformé majoritairement en poste durable, donc en CDI. Aujourd'hui, les entreprises, elles participent, elles sont mécènes, elles participent financièrement, bien évidemment, puisque l'association est une association d'intérêt général. Vraiment, notre cœur de métier, c'est de voir de plus en plus de femmes à des postes techniques dans les entreprises et ensuite d'évoluer, bien évidemment, à des postes de leadership. Donc, on travaille avec des entreprises qui sont exemplaires et qui sont engagées. L'exemplarité, pour nous, c'est très important parce que quand elles postulent à des postes de codeuses, elles ont aussi envie d'avoir en face d'elles des personnes auxquelles elles peuvent s'identifier et ensuite pouvoir prendre une place plus importante dans la boîte. Et ensuite, l'engagement, évidemment, être entouré de collaboratrices et de collaborateurs qui ont envie de travailler ensemble, qui considèrent qu'il faut célébrer les différences, qu'il faut vraiment s'enrichir, non pas juste par l'addition de nos compétences, mais aussi de ce que l'on est au-delà de nos compétences. Donc, elles veulent des entreprises qui ont des valeurs. Et nous, on travaille avec des entreprises qui sont engagées sur la durée. Voilà, ça ne nous intéresse pas de travailler uniquement avec des sociétés qui sont de simples mécènes, mais vraiment qui ont envie de participer, à avoir plus de femmes à des postes techniques, à des postes de leaders. Et donc, nos entreprises, on les sélectionne aussi à partir de valeurs et de possibilités d'évolution, de carrière et de valorisation des parcours. Et voilà, on travaille avec des entreprises qui ont envie de changer les trajectoires sociales des femmes et de participer à l'émancipation économique des femmes, quelles qu'elles soient. Vraiment, je le rappelle, c'est tout type de femmes, des femmes qui sont d'origine sociale différente, ethnicité, âge, parce que c'est aussi important de rappeler que des femmes d'un certain âge, à partir de 40 ans, c'est complètement absurde. On considère déjà qu'elles sont seniors, voire pas assez performantes. Et en fait, c'est totalement faux. L'accompagnement, c'est la clé. Si chacune est à sa place, se sent à sa place, évidemment qu'elle sera performante. Absolument. Absolument. Et le curseur aujourd'hui se situe où entre la demande des entreprises qui recherchent plutôt des codeuses, c'est-à-dire que vous êtes plutôt en recherche de talents à former, ou c'est plutôt l'inverse, à savoir vous avez des talents et vous recherchez des entreprises aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a chaque année toutes les femmes qui sont recrutées. On a pas mal d'entreprises qui nous écrivent parce qu'elles recherchent désespérément des femmes. Aujourd'hui, si nous avions plus de soutien financier, évidemment que nous pourrions recruter davantage et donc dupliquer, répliquer nos formations un peu partout. Mais aujourd'hui, on est dans un modèle qui nous convient, c'est-à-dire qu'on accompagne 30 femmes par an par centre. On se duplique. Là, on s'implante à Marseille et à Lille et nous allons former chaque année 120 femmes. Et nous n'irons pas au-delà parce qu'au-delà, en fait, on considère qu'on ferait mal notre travail, c'est-à-dire de bien accompagner par le mécénat de compétences, par l'acquisition de soft skills et surtout par le recrutement, certains en CDI. Donc, aujourd'hui, on recherche plutôt des entreprises qui sont présentes sur la métropole Aix-Marseille et sur la métropole européenne de Lille. En tout cas, sur la région Île-de-France, on a beaucoup de sollicitations. J'imagine. Merci beaucoup, Swad. Dernier sujet donc, sur le Future of Work. Selon un rapport d'El et Institut pour le futur, 85% des emplois en 2030 n'existent pas encore aujourd'hui, du fait de l'essor du numérique, de l'intelligence artificielle, de la robotique. Et on a une étude aussi McKinsey qui s'appelle Jobs Lost, Jobs Gain, What the Future of Work Will Mean for Jobs, Skills and Wages. 800 millions d'emplois vont disparaître dans le monde.
Gérald et Swad, cette question est pour tous les deux. Comment est-ce qu'on se prépare à cette évolution de voir des emplois disparaître et d'autres se créer, notamment dans l'univers de la tech? Moi, ce qui me fait très peur, c'est de voir qu'il y a évidemment dans des secteurs, quand on vient d'une classe sociale ouvrière, en tout cas une classe sociale basse, je dirais, on occupe quand même majoritairement des emplois qui sont amenés à disparaître via la robotisation, l'automatisation. Et en fait, d'un côté, on a cette disparition dont on sait qu'elle va arriver et peu de gens d'ailleurs sont vraiment au fait de cette disparition d'emplois. Et d'un autre côté, on n'est pas encore présent, ou en tout cas, on est très peu présent sur un certain nombre de métiers techniques. Et donc, dans quelques années, il va falloir gérer ça, cette disparition et donc l'émergence de nouveaux métiers. Mais en même temps, sur les métiers actuels, on n'est pas encore présent, ce qui fait que sur ces métiers à venir, on ne sait absolument pas comment on va pouvoir vraiment jongler tout ça. Les femmes dans tout ça, moi, c'est une vraie préoccupation, c'est comment on va gérer cette disparition et euh, cette montée tout juste qui est quand même plutôt lente de cette arrivée des femmes de plus en plus importante, mais qui reste quand même lente vers ces métiers. Moi, ça m'inquiète. Vraiment, je crois que les entreprises, au-delà de la responsabilité sociale, environnementale et sociétale, il faut vraiment qu'elles réagissent et qu'elles participent beaucoup plus à attirer des compétences et à les accompagner en interne. Mais aussi, il doit y avoir un très, très grand appel des pouvoirs publics parce que sans cela, en fait, on va manquer vraiment de présence on va manquer d'alerter suffisamment les personnes qui sont quand même aujourd'hui dans des métiers plutôt précaires. Donc voilà, moi, cette disparition et l'émergence de ce nouveau métier, c'est une vraie inquiétude pour moi et j'espère qu'on va trouver rapidement un moyen de lancer un appel des pouvoirs publics et des entreprises pour gérer ce problème qui pourrait exclure encore plus de femmes et d'hommes qui viennent de milieux défavorisés ou bien qui ont d'autres problématiques. Donc, voilà, moi aujourd'hui, c'est une vraie préoccupation. Le message est entendu, Swad, effectivement. Et Gérald, de votre côté, qu'on voit aussi la part des indépendants qui est fortement grandissante en France. On parle de 12% aujourd'hui de la population active, 3,2 millions de personnes, des indépendants qui sont, en plus de ça, en majorité dans les secteurs de l'IT, du digital et du web. Voilà, comment est-ce que vous voyez, vous, l'évolution? À noter qu'aux US, des études prévoient en 2025 près de 50% d'indépendants dans les entreprises. Alors, on n'y est pas encore en France, mais quelle est votre perception justement sur cette montée des… Oui, moi je pense d'abord, premièrement, que on a toujours eu ce que nous vivons aujourd'hui, on le vit depuis de nombreuses décennies en réalité. Simplement, le processus est en train de s'accélérer. C'est-à-dire que depuis la troisième révolution industrielle qui se situe en 95 avec l'arrivée de l'Internet, puis la quatrième révolution industrielle qui se situe au milieu des années 2000 avec l'arrivée de technologies comme l'intelligence artificielle, machine learning, les blockchains, le DevOps, etc., on voit qu'il y a un renouvellement des métiers, qu'il y a des entreprises qui périclitent plus vite, que d'autres émergent plus rapidement, que, comme on dit le fameux mot de la disruption, c'est simplement parce que la technologie permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire autrefois. Si vous regardez la première vague de start-up dans les années 2000, elle avait les mêmes idées à peu près que celles que nous connaissons actuellement, sauf que la technologie ne permettait pas de répondre à l'enjeu, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, je crois que, en fait, oui, on va voir beaucoup de métiers disparaître, mais c'était déjà le cas. Simplement, alors les indépendants, c'est un vrai phénomène.
Je pense que ça rejoint aussi un mouvement sociétal où les gens ont besoin d'avoir une forme d'indépendance et de liberté qu'ils trouvent dans le métier de cette fameuse indépendance. Indépendance veut dire liberté, au fond, hein. Et moi, je crois qu'effectivement, il y a certains pays où c'est déjà très important. Si on prend la Hollande, par exemple, le taux des indépendants est très élevé, les États-Unis, pareil, l'Europe, le reste de l'Europe peut-être moins, la France peut sans doute encore moins, mais ce sera le cas, parce qu'on voit qu'on se dirige vers ce modèle. Moi, je crois que, en fait, il y a deux points de vue, le point de vue de l'entreprise et le point de vue du salarié. Point de vue de l'entreprise, ben, ce modèle sociétal en totale transformation et de façon permanente oblige les dirigeants à faire leur métier. Ça oblige les dirigeants à être visionnaires, à voir avant les autres ce qui est en train de se passer. Et la transformation peut être technologique, elle peut être sociétale, elle peut être humaine. Et donc de prendre les mesures qui s'imposent avant qu'il ne soit trop tard. Et quelque part, bah, c'est la loi naturelle des choses. Si un dirigeant, ça a été le cas dans le passé, qui tarde à changer et à se transformer, bah, il expose son entreprise à des difficultés, voire à disparaître. Donc ça oblige les dirigeants à faire leur métier, ça oblige les politiques à prendre les mesures qui s'imposent pour adapter la structure et l'infrastructure nationale, parce qu'on oublie de dire que les entreprises ne peuvent pas tout régler. Beaucoup a été fait pour les startups, il faut bien le reconnaître, et l'environnement de l'innovation, ça c'est quand même à souligner. Mais néanmoins, il y a encore beaucoup de choses à faire pour que l'adaptation des entreprises à ce monde en plein changement se fasse. Et moi, j'insiste surtout sur moi, ce qui me fait peur, si je reprends le terme de Swad, c'est parfois le fait que des transformations de ce type-là mettent sur la touche des générations entières. Et là, on a un devoir presque de société, de groupe, collectif, en tout cas, de faire en sorte que les générations, quelles qu'elles soient, évoluent vers ce nouveau modèle. Et donc, j'en termine sur le plan individuel cette fois-ci. Je pense qu'il faut être lucide et se dire que nous sommes, qu'on apprécie ou pas, qu'on le veuille ou pas, on est dans une compétition. Et donc, quand vous êtes un individu, c'est comme une machine-outil ou un robot, nous nous amortissons. Alors, je m'explique. L'amortissement sur une machine, on sait ce que c'est un amortissement physique. On calcule à peu près la durée de vie d'une machine, on l'amortit, voilà. Sur un être humain, c'est différent. Mais en fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que vous avez un capital humain qui est le vôtre, qui est composé de différentes briques, dont une qui est la culture. Et si vous ne vous formez pas et que les autres se forment plus vite que vous, eh bien, vous perdez en relativité, vous perdez de la compétitivité. Donc, moi, je prône ça autour de moi depuis toujours et je le fais pour moi-même. Je fais moi-même. Tous les jours que Dieu fait, je me forme ou je me force à me former, au moins, ne serait-ce qu'une demi-heure, parfois plus, soit par moi-même, par des podcasts, soit en faisant venir des spécialistes, en écoutant des spécialistes, en allant à des conférences. Peu importe, je trouve les moyens qu'il faut, mais je me dis qu'il y a tellement de choses à savoir et à apprendre, j'essaye de toujours me former. Il faut quand même se dire qu'on est dans une société on a une chance incroyable parce que la technologie permet de tout faire. Bien sûr, on peut être nostalgique du passé, mais quand même, aujourd'hui, on vit beaucoup mieux qu'il y a 50 ou 100 ans, on vit plus longtemps, on vit en meilleure santé, on peut voyager, on peut faire le tour du monde en quelques heures. On vit dans une société incroyable qui a aussi malheureusement des déboires. En fait, je pense que le problème, c'est pas tant, et on reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure avec Swad, on n'est pas tant dans un déficit d'innovation et de technologie, on est dans un déficit de sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour être heureux, mais est-on heureux? C'est ça la vraie question. Et donc, le devoir des dirigeants, dans le microcosme qui est le leur, c'est-à-dire leur entreprise, c'est de faire en sorte de créer un environnement où les collaborateurs vont pouvoir s'épanouir. Et les collaborateurs, leur devoir, c'est de donner le maximum d'eux-mêmes et de se former pour être toujours au top. Parce que les entreprises ne peuvent pas tout régler. Il ne faut pas croire que les entreprises sont le Papa Noël qui vont frapper à la porte de chaque employé tous les matins en leur disant vous occupez pas de rien, on s'occupe de vous. Non, chacun doit prendre aussi sa destinée en main et chacun doit se former pour se remettre en cause et ne pas se laisser ensevelir derrière l'attentisme qui est parfois le réflexe qu'on peut avoir. Non, le monde d'aujourd'hui est tellement bouillonnant
qu'il faut soi-même se remettre en cause et se former. La formation est clé. Pour moi, pour ça que je suis enseignant d'ailleurs, je pense que la transmission, c'est l'élément tellement vital pour les jeunes et les moins jeunes. Ça m'amène à vous dire que j'ai oublié de dire quelque chose sur People to Work tout à l'heure. J'en profite. Ce programme est ouvert à toute classe d'âge et à toute formation. Il n'y a pas de formation. Vous pouvez même avoir pas de diplôme pour rentrer dans ce programme. Donc, pas de diplôme, quelle que soit la formation, quel que soit l'âge. Super, merci beaucoup Gérald pour ces notes positives. Merci Swad également. On va passer maintenant aux questions, qu'on en a reçu quelques-unes de la part de nos participants. Alors, peut-être première question pour Gérald, doit-on garder les principes d'embauche que sont les périodes d'essai par exemple, alors que nous sommes sur des programmes d'intégration avec des accompagnements? Voilà, maintien de la période d'essai ou pas? C'est une bonne question, en fait. Je ne m'étais pas posé la question, pour être franc, jusqu'à maintenant. C'est vrai que la période d'essai a quelque chose d'un peu bizarre, parce que c'est une sorte de période d'observation mutuelle. La période d'essai a beaucoup d'avantages pour le salarié, il ne faut pas l'oublier, hein, parce qu'on a toujours tendance à voir le côté négatif de la chose, de la période d'essai, en se disant ah, l'entreprise peut se séparer d'un collaborateur. Mais non, mais ça permet au collaborateur, s'il s'est trompé, de dire je m'en vais sans avoir à justifier. Et d'être libre instantanément. Donc, ça a beaucoup de vertus. Moi, je trouve que… Alors, c'est vrai que dans ce monde qui est en recherche de talent, sécuriser des salariés qui sont embauchés en supprimant les périodes d'essai, ça aurait du sens. En même temps, je crois qu'il ne faut rien faire qui puisse enlever une forme justement de protection du collaborateur et du salarié. Donc, il faudrait probablement réfléchir à cette question qui est intéressante, en essayant de trouver un… On ne l'a pas fait évoluer, cette période d'essai, depuis qu'elle existe finalement. Peut-être qu'il faudrait lui apporter une forme de modernité. Absolument. Une question d'Amélie pour Swad. Vous pourriez contacter donc une association qui s'appelle Winning Girls en région parisienne et qui aide aussi des jeunes filles à trouver un emploi. Et Jérôme qui pose la question aussi, pour vous, l'inclusion et la diversité concerne-t-elle que les femmes? Ah ben non. La diversité, déjà, ici même, nous sommes tous et toutes la diversité. Ça, il ne faut pas l'oublier, hein. On a souvent tendance à pointer du doigt les personnes qui viennent de différentes ethnies, d'origine sociale. Elles seraient, la diversité, mais non, en fait. Ensemble, nous formons la diversité. Donc, on inclut tout le monde. On pense à tout le monde. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, en France, on n'inclut pas assez les personnes qui sont en situation de handicap. Et ça, c'est un vrai sujet aussi. C'est comment est-ce qu'on fait en sorte que des métiers soient aussi accessibles pour des personnes qui sont en situation de handicap, pour qu'elles puissent se projeter. Comment est-ce comment est-ce qu'on s'adresse à ces personnes? Comment est-ce qu'on les touche? Vraiment, c'est tout type que l'on vienne de partout, quel que soit le parcours social, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, on doit pouvoir trouver sa place dans la société et on doit pouvoir se projeter et être valorisé dans une entreprise. Donc, quel que soit le genre, quel que soit l'âge, vraiment, pour moi, la diversité, c'est tout le monde, vraiment, à l'image de la population générale en France. Excellent, merci beaucoup, Swad. Gérald, nous avons deux questions, notamment concernant People to Work, une qui vient de Jacques Pelletier et l'autre de Dominique Picard. Première question, c'est comment est-ce qu'on fait pour rejoindre le programme? Est-ce qu'il y a une adresse, mail ou autre pour candidater? Et est-ce que le programme est réservé uniquement aux jeunes? Alors, vous y avez un peu répondu, mais voilà, est-ce qu'il y a des limites d'âge malgré tout ou c'est ouvert à tout type de compétences? Alors, non, comme je dis, aucune limite d'âge, aucune limite de générationnelle, aucune limite de formation. Tout le monde a sa place dans ce programme. Évidemment, je ne vous cacherai pas qu'on vise beaucoup par ce programme aussi les zones défavorisées, parce que c'est un moyen d'intégration formidable. Moi qui, de temps en temps, j'interviens dans les lycées, les collèges de banlieue et dans des zones difficiles, sincèrement,
on voit qu'il ne faut pas grand-chose pour que quelqu'un bascule du bon côté. Il ne faut vraiment pas grand-chose. Et ça, c'est concret. Ce n'est pas juste des discours politiques, c'est très concret. Donc, de ce point de vue-là, alors comment y rentrer? En fait, je vais demander à ma chef de cabinet de t'envoyer, Anthony, l'adresse, enfin les coordonnées, etc. Et comme ça, je pense qu'il faudra les diffuser à l'ensemble des participants. On le fera. S'ils sont intéressés, voilà, ils ont tous les éléments. Absolument, avec grand plaisir. Et une question de Jean-Marc Louard pour Swad. Est-ce que le programme le programme Côté des décodeuses est réservé à des formations vers la tech, ou est-ce qu'il y a aussi une ouverture pour d'autres secteurs, type conseil marketing, logistique, par exemple? Nous, on est spécialiste du coding et de la cybersécurité uniquement. D'accord. Okay. Alors peut-être une opportunité demain pour des logisticiennes, par exemple, ou des conseils en marketing, etc. Absolument. C'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers dans lesquels il y a peu de femmes. On est en discussion aussi avec des entreprises qui souhaitent proposer des formations à leur métier. Mais ça, c'est dans un second temps. Pour l'instant, vraiment, notre préoccupation, c'est de voir plus de codeuses dans le monde de la tech. Excellent, excellent. Un grand merci, Swad et Gérald, pour votre disponibilité ce matin. C'était passionnant. On a appris plein de choses. On a aussi découvert un autre univers. Je sais pas si merci pour l'invitation, Anthony. Merci à vous. C'était un plaisir. De notre côté, c'était également un plaisir de vous accueillir ce matin. Donc, le webinar et cette conférence en ligne sera disponible là, dans quelques minutes en replay pour ceux qui auraient dû nous quitter un petit peu prématurément. On vous rappelle aussi, et d'ailleurs ça fait sens dans la suite de la discussion du jour, que Adéquancy a rédigé un livre blanc qui s'appelle « Se projeter dans l'entreprise de demain ». On reprend des éléments qui ont été cités aujourd'hui, notamment en termes de diversité d'inclusion, mais aussi beaucoup autour du sens, des valeurs à apporter dans les entreprises pour accélérer l'attractivité des talents et se porter aussi sur la symétrie des attentions, à savoir la même importance qu'on donne à ses clients qu'à ses collaborateurs. Voilà, donc un grand merci en tout cas. Je vous donne rendez-vous également aujourd'hui, puisqu'on est jeudi à 18h pour un nouvel intervenant aux Acteurs de la Transformation et prochaine conférence en ligne au mois de juin. Voilà, très bonne journée à vous et à très bientôt. Et encore merci Swad et Gérald pour votre venue ce matin. Merci. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. À bientôt, Swad. À bientôt, Gérald.